Bien, bonjour Gaël. Gaël Mansec, Bonjour merci David. beaucoup pour avoir accepté l'invitation. On a beaucoup de gens dans la communauté des éditeurs de sites, des SEO qui attendent ce moment avec impatience parce qu'il y a énormément de mythes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, sur les risques juridiques. Donc aujourd'hui, tu vas nous être très très utile. Et donc Jean-François Poussard, la semaine dernière, avait commencé à te présenter en disant que tu étais un garçon formidable, tu n'avais que des qualités. Donc je te propose de nous faire une présentation peut-être un peu plus précise de ton activité, s'il te plaît. Merci David. Alors, donc je m'appelle Gaël Mansec, je suis juriste en propriété intellectuelle et spécialiste en nouvelles technologies. En fait, à l'époque, moi, j'avais commencé par un IUT informatique avant de très vite reprendre en fait sur une fac de droit. Et en fait, au cours de mon cursus, en troisième année, j'ai intégré un magistère à Poitiers qui est une double formation en droit des nouvelles technologies et en propriété intellectuelle. Donc j'ai fait 3 ans plein à passer ce magistère et ce master 2. Ensuite, je suis arrivé sur Bordeaux pour mon stage de fin d'études. Là-bas, j'ai intégré une agence web. Donc j'ai fait également en fait, j'ai vu un petit peu les problématiques côté agence web, notamment avec les banques de données d'images, etc. Et sur place à Bordeaux, j'ai repris les études en fait pour refaire un master en droit de la vigne et du vin. Donc, qui pourrait a priori ne rien avoir en commun en fait avec mon parcours précédent, mais en fait j'ai pu rembrayer sur la propriété intellectuelle en droit de la vigne et du vin qui est vraiment spécifique. À l'issue, j'ai intégré un cabinet de conseil en propriété industrielle en stage, et en fait on avait comme prestataire de service une certaine société qui s'appelait ProDomaine et Équipe Alerte, donc qui faisait de l'enregistrement de nom de domaine et de la surveillance de nom de domaine. Et en fait, j'ai candidaté chez eux au moment où ils ouvraient un poste chez eux, en fait, un poste de juriste. Et là, j'ai rencontré donc Jean-François Poussard et Anthony Don. Donc, ça a été vraiment décisif, je pense, sur mon parcours aujourd'hui dans le milieu des noms de domaine. Et je suis arrivé au tout début des accréditations en fait de ProDomaine. Donc, j'ai vu l'accréditation ICANN de l'intérieur et puis l'accréditation auprès de l'AFNIC de l'EURID. Je les ai suivis avec eux. Et voilà, grâce à Jean-François, en fait, j'ai pris goût à l'aspect 360 du nom de domaine, donc vraiment l'aspect marketing et le second marché aussi du nom de domaine qu'il connaît très bien et auquel il m'a sensibilisé. Ensuite, Anthony a été un très très bon pédagogue sur la partie technique. Donc, c'était vraiment une chance de pouvoir être à cheval entre deux grosses compétences sur le nom de domaine et avoir des réponses à quasiment toutes mes questions. Et en fait, après 6 ans en poste en tant que juriste, donc au sein de ProDomaine et Équipe Alerte, j'ai intégré le cabinet de conseil en propriété industrielle Germain Moreau. Et qui a donc profité en fait de mon recrutement pour s'installer à Bordeaux. Et là, j'ai été rejoint en début d'année par une consoeur CPI, donc qui est Marie Motte. Et voilà, moi j'interviens en fait au sein du cabinet Germain Moreau en transversal auprès de tous les juristes pour apporter une expertise sur l'aspect nouvelles technologies et en particulier le nom de domaine. Super, bah, c'est un profil en tout cas pour nous qui ne sommes pas juristes qui est très intéressant et on a du mal à comprendre pourquoi les grands cabinets d'avocats connus, grands cabinets internationaux finalement n'insistent pas sur alors le droit de l'internet un peu, mais en tout cas la partie nom de domaine. J'ai l'impression que donc toi tu es très actif sur Twitter et je recommande vraiment à tout le monde Mm. de suivre ton compte parce que c'est de l'info pure, c'est technique, c'est utile, c'est vraiment de qualité et souvent les gens comme toi vous êtes quand même assez nombreux. Je pense à je sais pas, Alexandre Nappet, Ouais. David Irving Tailler, il y a plein de gens, mais c'est souvent des gens qui sont indépendants ou dans des petites structures. Et les grands cabinets d'avocats internationaux, ça ne les intéresse pas, les noms de domaine, ou alors ça m'a échappé? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Je ne l'avais pas forcément remarqué. Mais en y réfléchissant, c'est vrai que c'est pas un sujet qui est mis en avant, en tout cas par les grosses structures d'avocats. Je pense que c'est lié à la fois à la matière, où on est quand même sur un objet qui est hybride avec pas des compétences techniques, mais en tout cas une appétence pour le technique. Et je pense qu'en termes de crédibilité, et de
de plus-value pour le client, il y a souvent un aspect gestion des noms de domaine qui est associé à ça. Et ça, je pense qu'il y a assez peu de cabinets d'avocats qui rentrent là-dedans. Ça va plus être des cabinets de conseil en propriété industrielle, les CPI, je trouve, en tout cas vu de l'extérieur, qui sont plus présents sur ces sujets-là. Et je pense que c'est également au regard des litiges en fait qui frappent les noms de domaine, où le contentieux, il y en a, mais assez peu. En tout cas en France. Les Américains, je trouve que là-dessus, ils sont peut-être plus en avance que nous, et Facebook notamment fait des grosses actions vis-à-vis des services privacy, vis-à-vis de certains bureaux d'enregistrement via des cabinets d'avocats. En France, on va plus être sur du paralégal, ou en tout cas des voies d'action précontentieuses, plus que des voies d'action contentieuses. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus on voit plus de cabinets de CPI là-dessus, et des avocats, un petit peu moins. Et après, en dernier, c'est peut-être également par rapport à la plus-value de ce marché-là, puisqu'en contentieux, ça peut être assez faible. Donc c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est mis en avant par ces grosses structures-là. De ce que je peux voir en général, c'est que des très grosses structures peuvent avoir en fait de la sous-traitance plus en interne vers des confrères qui sont vraiment spécialisés sur ces questions. Et comme tu le disais, c'est un tout petit milieu, hein. Enfin, on est quelques dizaines en France. Enfin, on voit toujours les mêmes visages aux différentes conférences sur ces sujets. Donc c'est un milieu qui est effectivement assez petit et pas vraiment mis en avant par les grosses structures, quoi. C'est plus une action en sniper sur des sujets très précis, quoi. D'accord. Là, je pense justement à quelqu'un qui est dans un grand cabinet qui s'appelle David Taylor, que tu dois certainement Mhm. connaître, mais Ouais, je crois qu'à Logan l'origine, Levels. il est ingénieur, il est chimiste. Enfin, c'est des gens qui ont quand même une culture scientifique, parce que c'est Mm. difficile dans nos métiers de simplement être un juriste pur. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme ça, j'ai l'impression, une nouvelle génération d'avocats? Nous, on a comme idée que les avocats sont pas très à l'aise avec la technique, Ouais. les juges encore moins. Mais c'est en train de changer, n'est-ce pas, avec les gens de ta génération ou, Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur du full stack, hein, sur sur du juridique, donc des gens moi je suis né enfin avec Internet aussi, hein, donc toute ma génération, début des années 2000, fin des années 90, on avait l'Internet domestique, et c'est des profils qui sont de plus en plus recherchés aussi, donc il y a eu un effet offre et demande où pas mal de formations sont allées là-dessus. Donc ça, conjugué, je pense, à une demande aussi des gens qui ont de plus en plus d'appétence sur l'informatique, et pour maîtriser ces sujets-là, je pense que ça a pas mal développé ça. Et puis une vision plus large. C'était peut-être encore très cantonné. Là, on se rend compte que l'imbrication technique, technico-juridique sur certains sujets, en fait, c'est très compliqué de pas être en maîtrise là-dessus. On peut le voir même du côté de la magistrature sur certaines décisions où en fait il y a un rôle très important qui est donné aux experts judiciaires pour pouvoir traduire les faits en droit. Et ça peut poser quand même un problème pour les magistrats d'avoir un écran en fait incompréhensible pour eux, de ne pas pouvoir directement manier cette matière-là. Donc je pense que c'est en train de se développer. Et puis c'est après, voilà, je pense on est numérisé dans le quotidien. Moi, je vois les interlocuteurs que je peux avoir de mon âge, en général, c'est des gens qui sont très à l'aise par leur utilisation pro et perso des outils informatiques et d'Internet en général. Donc, on le voit avec le droit, ça suit la même trajectoire. Puis on l'a vu avec le RGPD où alors, il y a eu de tout, mais le nombre de profils qui ont sauté sur la casquette expert données personnelles, etc. Bon, on voit qu'il y a vraiment un engouement, parfois motivé aussi par le business, enfin le business derrière, mais aussi, je pense, un intérêt. On a vraiment des gens maintenant qui ont envie de se saisir de ça. Et puis voilà, enfin le nom de domaine, pour le coup, on est pile poil sur la ligne de crête entre du juridique, du technique et du marketing, quoi. Donc c'est assez sympa. d'accord. Et ce qui nous étonne beaucoup pour les professionnels du web qui ne sont pas, comment dire, forcément juristes, euh, les questions comment dire, de whiz masqué ou Ouais. par exemple, imagine, j'ai un souci avec quelqu'un qui fait du plagiat mais qui est en Russie ou qui est à Chiang Mai, etc. Comment Hmm. est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez réponse à tout, les juristes, ou alors chaque cas est différent?
On essaye, non. En fait, on a ce problème-là avec Internet, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de frontière. On peut avoir un hébergeur aux États-Unis avec un client israélien qui va passer par un proxy aux Seychelles pour faire un site en allemand. Donc là, on est avec des problématiques de droit international privé qui sont extrêmement compliquées. Toi, par rapport au nom de domaine, je pense que tu connais très bien les procédures UDRP, enfin les concepts UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy, en fait, qui ont été justement créés pour un petit peu passer au-dessus de toutes ces problématiques-là de identifier quel est le droit applicable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un litige, alors c'est vraiment uniquement par rapport au droit des marques, si tu as un litige en droit des marques au regard d'un nom de domaine dans une extension générique ou un UGTLD, tu as la possibilité de faire une procédure d'arbitrage à l'encontre du titulaire de son domaine, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le bureau d'enregistrement derrière. Donc c'est vraiment que pour les extensions génériques. À partir du moment où tu n'as plus de caractères dans l'extension, voilà, c'est ce que je dis en moyen mnémotechnique, c'est pas compliqué. Tu peux aller devant le centre d'arbitrage de l'OMPI, par exemple, de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, afin de mettre en place une procédure et demander la rétrocession de ce nom de domaine-là. Après, pour les extensions pays, ça va être beaucoup plus compliqué puisque c'est un petit peu une extension, une règle. En France, on va avoir la procédure Cirelli par rapport au point .fr. En Allemagne, il n'y a pas de procédure extrajudiciaire. En Russie, il n'y a pas de procédure extrajudiciaire. Au Luxembourg, il n'y a pas de procédure extrajudiciaire. Donc là, on se retrouve à nouveau dans ces problématiques-là. Et comme tu le disais, avec le RGPD, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui d'identifier, enfin déjà de savoir qui est titulaire d'un site internet, à savoir que les registrars aujourd'hui, pour pouvoir commercialiser des extensions génériques, sont obligés d'être accrédités ICANN. Soit ils sont revendeurs, soit ils sont accrédités ICANN, pardon. Et quand tu es accrédité ICANN, tu es, en tant que bureau d'enregistrement, parce que je l'ai été, tu es soumis à quand même un contrôle très strict de l'ICANN et à des obligations assez fortes, notamment vis-à-vis du traitement des abuses. Ça, c'est quelque chose qui s'impose à tous les bureaux d'enregistrement, quelle que soit leur taille. À partir du moment où ils sont accrédités ICANN, ils doivent avoir en place un process pour traiter des abus relatifs au nom de domaine. Donc, ce sera plus ou moins effectif en fonction de tes problématiques. Pour le phishing, en général, ça va extrêmement rapidement. Tout ce qui va être sécurité informatique, ça va être assez rapide. Pour le droit des marques, ça va dépendre des bureaux d'enregistrement. Tu en as qui vont être qui vont accompagner un peu plus les titulaires de droit que d'autres prestataires qui, eux, vont vraiment rester à l'abri de leurs conditions générales de vente et d'utilisation vis-à-vis de leurs clients et qui vont en général te demander une décision de justice qui peut s'opposer à eux pour pouvoir faire des actions sur le nom de domaine. Mais voilà, généralement, sans en arriver là, tu trouveras toujours un moyen de prendre contact avec le titulaire et d'avoir une solution de règlement des litiges avec lui, quoi. Donc, c'est à l'appréciation du registraire d'agir immédiatement s'il y a un phishing, de couper le site, mais ils n'ont pas d'obligation, c'est ça, de le faire. Non, 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 ils ont une obligation, enfin, ils ont une responsabilité a posteriori. Donc déjà, il faut que, enfin, pour tout ce qui est Europe et France, tu as la loi pour la confiance dans l'économie numérique, donc qui permet une procédure de notification vis-à-vis, alors là, non plus des bureaux d'enregistrement, mais des hébergeurs, pour pouvoir faire retirer du contenu si tu justifies de droit sur ce contenu-là, en tout cas d'un préjudice. Mais après, on peut changer Euh, d'hébergement, ça c'est une loi un peu… Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que ça va toujours être le chat à la souris. En général, tu vas rebondir d'hébergement en hébergement. Ton enseigne, elle va pas bouger, donc ton nom de domaine, il restera là. Et ce qui peut être le plus efficace, effectivement, c'est d'agir auprès du nom de domaine. Après, les moteurs de recherche ont pas mal évolué ces derniers temps. Tu as peut-être vu passer aussi Google qui aujourd'hui permet de faire des réclamations vis-à-vis des boutiques qui proposent de la contrefaçon. Alors qu'auparavant, en fait, tu pouvais uniquement agir sur le terrain du droit d'auteur. Aujourd'hui, tu peux agir sur le terrain du droit de marque qui était traité de façon complètement différente par Google. Donc, on a aussi la stratégie de créer un écran de fumée entre les internautes et le site internet en coupant tout le jus, en fait, tout le trafic qui peut être lié au moteur de recherche. Mais effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir couper directement le nom de domaine derrière.
Mais t'as toute une chaîne d'intermédiaires techniques hein, entre le bureau d'enregistrement et l'utilisateur. Tu vas avoir un hébergeur, tu vas avoir parfois des CDN, tu vas avoir Shopify, tu vas avoir Cloudflare. Enfin, tu vas avoir pas mal d'intermédiaires en fait auprès desquels tu vas pouvoir intervenir, notamment pour le phishing. Les prestataires email sont extrêmement réactifs parce qu'ils ont aussi, eux, aucun intérêt à se faire blacklister une IP, puisque ça va affecter pas mal de clients eux. Donc en général, sur ces sujets-là, c'est assez rapide. Après, c'est du cas par cas, et le but, c'est d'essayer de consolider au maximum, d'essayer de faire le tour de site internet pour savoir qui est derrière et comprendre un petit peu comment ça s'articule et pouvoir agir à l'encontre de ce cas-là, quoi. Alors, j'ai bien compris que la procédure UDRP va permettre pour les extensions génériques voilà, d'avoir une réaction relativement rapide, mais il y a pas mal d'éditeurs de sites qui ont l'impression qu'en fait c'est la voie normale et qu'il n'y a pas d'autres risques encourus par eux. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des procédures non pas extrajudiciaires, mais judiciaires, par exemple pour un Français qui récupère un expi et qui remonte un site, est-ce qu'il risque uniquement l'UDRP ou Cirelli ou ça peut aller un peu plus loin? Alors ça peut aller un peu plus loin. En fait, le droit commun, c'est celui auquel on est tous sujets, le fait de pouvoir être attrait devant un tribunal, soit un tribunal de commerce si j'ai la qualité de commerçant et que, par exemple, je mets en place un site concurrent directement par rapport à un autre commerçant et je reprends son nom de domaine. On a pas mal de jurisprudence là-dessus, donc là, je peux être amené devant un tribunal de commerce ou après, je peux être un créateur un auteur, un détenteur de marque, à titre civil, en fait, t'amener amener quelqu'un devant le tribunal de grande instance pour agir en contrefaçon. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, la procédure UDRP, toi, en tant que titulaire d'un nom de domaine, tu as dans tes conditions générales de vente l'obligation de te soumettre à une procédure UDRP quand tu enregistres un nom de domaine générique. C'est pour ça que c'est une clause d'arbitrage, hein, parce qu'en fait, elle est présente dans le contrat que tu valides quand tu achètes un nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement. Mais ça, c'est un droit contractuel. En fait, après, tu as un droit général qui s'applique à tout le monde et qui est le code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la contrefaçon. Et après, tout ce qui va être la responsabilité de droit commun. Donc, ça va être notamment les actions en concurrence déloyale dans le cadre d'un procès vis-à-vis d'un concurrent. Et là, la grosse différence par rapport à une procédure UDRP, c'est que tu vas pouvoir obtenir des dommages et intérêts. La justice privée, entre guillemets, et cours d'arbitrage, jamais tu ne pourras obtenir de dommages et intérêts. Tu pourras obtenir la radiation du nom de domaine ou sa rétrocession. En revanche, les juges ont, eux, la compétence d'évaluer le préjudice et de condamner la partie adverse, en plus de la cession du nom de domaine, à des dommages et intérêts. Et ça, c'est des choses que tu as déjà dû voir passer, notamment sur les exemples que tu prenais hein, de rachat de nom de domaine expiré. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu avais une jurisprudence, c'était la Cour d'appel de Douai en 2011, c'était une société qui vendait des instruments de musique qui s'appelait lesventsdunord.fr, enfin qui avait donc le nom de domaine lesventsdunord.fr. Il a laissé expirer son nom de domaine et son concurrent a remonté le site et a racheté le nom de domaine, quoi. Il a snappé et il l'utilisait directement pour son activité. Donc là, on était en plein dans la concurrence déloyale et il a été condamné de mémoire à 10 000 ou 15 000 euros de dommages et intérêts. Et on est en général sur ces montants-là ces derniers temps par rapport à des sujets de concurrence déloyale. Tu vas avoir une décision, pareil, en 2010. C'est marrant parce que c'est une décision qui a quand même 10 ans et c'était sur des PBN. En fait, une femme qui avait un site qui s'appelait saveur-beer.com et un concurrent a déposé saveurbeer.com tout accroché et en fait il a fait toute une galaxie de sites Mister Beer au frigo, Délice Bière, etc. Qui pour cannibaliser en fait le trafic de cette femme-là qui avait le premier business. Et en fait, avec cette activité qui arrivait en second, a vampirisé tout le trafic, quoi. Et a été condamnée à ce titre-là. Pareil, c'était dans les 10 ou 15 000 euros de dommages et intérêts par rapport au préjudice qui avait été subi. Tu as également le cas, là c'est un petit peu à la mode, François Bayrou, il avait récupéré françoisbayrou.fr qui avait été déposé dans le cadre
dans le cadre des présidentielles. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en ce moment. Je pense que sur 2022, tu as pu voir qu'on avait pas mal on avait une liste qui commençait déjà à être bien étoffée là-dessus. Je crois que ça a été 20 000 dollars de dommages et intérêts qui ont été obtenus en fait, et notamment parce que le nom de domaine était proposé à la vente. Il était proposé à la vente sur CEDO pour 10 000 euros. Donc voilà, ça n'a pas joué en faveur du titulaire. Il a été condamné à ce titre-là. On a eu le cas avec Milka, on a eu le cas avec la SNCF. C'était un stagiaire qui avait déposé, parce qu'en interne, il avait eu écho de projets de développement aux États-Unis. Il avait déposé sncf-usa.org EuroTGV et il a été condamné à ce titre-là. Et pareil, on est à chaque fois sur plusieurs milliers de dommages à intérêts, avec en plus en général le remboursement des frais des procès par la partie adverse pour se défendre. Donc on est quand même à chaque fois en plus sur des plus 3 000, plus 1 500 euros, plus 7 000 euros dans les gros cas. Et en dernier cas, je pourrais citer la Cour de cassation en 2019 qui a confirmé justement la décision de la Cour d'appel qui opposait le département de Saône-et-Loire à la société d'Ataxi, donc notamment par rapport là non plus, alors pour le coup si c'était le droit des marques, leur demande était justifiée à la fois sur le droit des marques parce que le département avait déposé la marque, mais également le droit au nom en tant que collectivité territoriale. Et là, on était sur 20 000 euros de dommages et intérêts, et sur les frais de justice, on était sur 10 000 euros, quoi. Donc on est sur des montants quand même relativement importants quand on va devant ces juridictions-là. Ouais. Enfin, normalement, il faudrait qu'on s'arrête, mais j'ai vraiment envie de te poser deux questions parce que c'est passionnant. Euh, il y a deux cas qui nous semblent assez, comment dire, assez incroyables. C'est le premier, Marine 2017. Tu sais, Ouais, il y a pas mal de débats parce que pour les SEO, c'est plutôt un modèle de réussite qui est très intelligent ouais. parce que grâce à la qualité des liens et puis aussi au travail de SEO de son titulaire. Il fait énormément de trafic, il est très profitable. Il n'y a pas vraiment de préjudice pour Marine Le Pen. Je pense que c'est difficile à qualifier, mais beaucoup de juristes nous disent qu'il y a quand même un risque. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu peux trancher? Est-ce qu'il y a un risque à ce sujet ou il a bien joué et puis il utilise le site et il ne risque rien, le titulaire? Alors, ce cas-là, c'est vrai que c'est celui qui sort un petit peu de toute la jurisprudence que j'ai pu t'évoquer juste avant. Moi, alors je sais pas pour quelle raison les conseils voilà, de Marine Le Pen n'ont pas agi à l'encontre de cette reprise-là. Après, effectivement, en plus maintenant, je pense qu'il est trop tard parce qu'à l'usage, on a quand même un des cas où le fait d'avoir connaissance de la reprise de ce nom de domaine-là et qu'il y ait une activité dans le temps, ça peut justifier. Marine 2017, on va avoir un prénom, on va avoir une date, ça peut se défendre, hein. Tu sais, quand tu as un nom de domaine générique, tu peux pas te plaindre si quelqu'un a un nom de domaine générique, hein. C'était la jurisprudence sur boistropico.com, boistropico.fr, on peut mariage en Corse, pareil, avec ou sans S. À chaque fois, les deux doivent coexister parce qu'ils ont des noms de domaine génériques. Là, dans la mesure où faudrait pouvoir justifier s'il y a vraiment du parasitisme en fait. Est-ce que l'utilisation du jus qui était précédemment généré par le site, du coup, enfin, ce pouvoir d'attractivité-là, qui est quand même lié à Marine Le Pen à la base, est-ce qu'il n'est pas réutilisé aujourd'hui pour le site? Et à partir de là, faut pouvoir démonter un préjudice aussi, parce que je parle de dommages et intérêts dans les précédentes décisions, mais il faut pouvoir le justifier. Tu vas pas arriver devant le juge en disant, bah voilà, quelqu'un a repris ma marque dans un nom de domaine et je demande 40 000 euros. Tu es obligé de pouvoir justifier un préjudice en termes de perte de chiffre d'affaires, avec des stades de fréquentation du site, etc. Tu es obligé de le justifier. Donc là, l'atteinte au nom, c'est hyper ambigu. Je pense que si les conseils avaient agi, je suis pas certain qu'il aurait pu conserver le nom de domaine. Je ne sais pas, j'ai un pressentiment que ça ça serait pas passé. Mais là, le fait que ça dure dans le temps et qu'il y a une activité aujourd'hui qui est montée et qui a plus aucun lien avec le précédent titulaire du site, c'est
ça peut aller en sa faveur. Je sais qu'il y avait Emmanuel Gillet, qui est chez IP Twins, qui avait écrit un truc pas mal aussi sur les noms de domaine expirés, avec la théorie de la chose abandonnée. Donc c'est une théorie en droit civil et il faisait l'analogie avec le nom de domaine. Et en précisant, par exemple, voilà, enfin, quelqu'un qui a abandonné un objet, donc notamment un nom de domaine, ne peut pas revenir en gros sur sa décision cette chose-là appartient ensuite à la personne qui souhaite se l'approprier. Donc Très intéressant. c'est ouais, très spécifique ce cas-là. Un autre cas qui est encore plus incroyable, en tout cas de mon point de vue, surtout que je connais un peu la personne et j'ai surtout ses informations à lui. Donc c'est France.com. Et Ouais. d'un point de vue juridique, je n'arrive pas à m'expliquer comment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, France.com, donc ça a été enregistré au milieu des années 90 dans des conditions complètement légales par un ressortissant américain, donc de nationalité française, mais qui vit aux États-Unis. Et d'ailleurs, un point .com à cette époque, tu pouvais l'enregistrer uniquement quand tu étais une société commerciale parce que le point .com était réservé aux sociétés. Donc lui était en Floride, il avait son entreprise, il a enregistré cinéma.com, france.com, rencontre.com et il avait des noms magnifiques. Alors, il avait pris rencontre.net, peu importe, mais en gros, sans s'en rendre compte d'ailleurs, et ce france.com, il l'a utilisé pendant très longtemps. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu de procédure. Il y a simplement eu une décision de tribunal en France, qui est d'ailleurs incroyable, une décision de tribunal qui disait que le titulaire doit rendre le nom de domaine à l'État français, mais qui doit payer 150 € par jour de retard s'il le fait. Et l'État français, finalement, n'a pas demandé à ce qu'il le rende, mais l'a carrément récupéré, a demandé au registraire moniqueur le transfert et à la surprise du titulaire, parce que c'est un nom de domaine qui valait des millions d'euros, peut-être 10 millions d'euros, hein, Ouais. à la surprise de son titulaire, sans son accord, le nom de domaine a été pris par l'État français, qui n'en fait rien. Et est-ce que, d'un point de vue juridique, est-ce que ça choque un homme de droit comme toi? Ça peut s'expliquer. Clairement, sur ce cas-là, je pense que c'est une décision politique avant tout. Après, sur l'aspect juridique, au tout début, les noms de pays n'étaient pas forcément protégés. L'ICANN n'avait pas pris de dispositions par rapport à ça. Là, avec les New GTLD, tu as des restrictions par rapport au code ISO. Tu as certains labels en fait qui sont réservés, des sigles aussi d'organisations internationales, hein, la Croix-Rouge ou les Jeux Olympiques, par exemple. En principe, tu peux pas le déposer dans toutes les langues sur les New GTLD parce qu'ils sont bloqués. En revanche, sur les termes génériques et sur les noms de territoires, c'est un peu, en tout cas par rapport à la jurisprudence des décisions UDRP, on se rend bien compte que ça n'a jamais été protégé, ça n'a jamais été reconnu comme marque en fait, et personne ne peut prétendre avoir un droit exclusif là-dessus. Tu regardes le mois dernier, tu as un domaineur en Italie qui a été attaqué par des interprofessions de fromage italien. Et à chaque fois, les experts ont rejeté les demandes des interprofessions en considérant que ces termes, enfin, à partir du moment où on a un terme générique, en fait, on peut avoir un intérêt légitime. C'est très difficile de dire que quelqu'un qui dépose France.com n'a pas intérêt à l'avoir. Alors d'autant plus là avec l'historique, c'est vraiment étonnant parce qu'après en .fr, ça va être plus particulier où là on va avoir les dispositions nationale et notamment la protection des noms de collectivités territoriales, donc notamment pour tout ce qui est la jurisprudence d'Ataxi. Là, je pense que Moniqueur en fait avait pas envie de abaisser directement les bras face à l'État français, parce que même une décision rendue en France par rapport à un ressortissant américain et par rapport à un bureau d'enregistrement américain, sachant que de mémoire le site il était en anglais, il n'était même pas en français. On pourrait pas considérer qu'il focalisait le public français. Pour moi, il aurait fallu que cette décision-là, il y ait une exéquatur en fait aux États-Unis pour qu'elle puisse s'appliquer, qu'elle puisse s'opposer à Moniqueur. Donc là, alors, parce que je sais que ces registrars-là, dans d'autres affaires, si j'arrive directement avec la décision d'un tribunal français, ils Ils s'en bougeront pas quoi. fichent. Donc là, pour que ça passe comme ça, clairement, ouais, C'est plutôt c'est politique, politique. là, cette décision. Ouais, clairement. Ouais. D'accord. Parce que voilà, je pense que tu as encore beaucoup de noms de pays qui doivent être pris en .com et qui resteront comme ça. Là, c'est un exemple Il parce y a que un domaineur l'État. qui est assez peu connu parce je pense qu'il a plus de 80 ans maintenant, qui s'appelle Marcel Stenzel, qui est
qui avait enregistré des noms de villes, de régions, etc. Alors, il a un portefeuille magnifique, c'est un entrepreneur très fortuné. Et il s'est fait attaquer plein de fois, mais il a toujours gagné. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne peut pas lui prendre rouen.com, il n'y a pas de raison. Et Mm. effectivement, là, c'était étonnant, mais surtout, en plus, la décision de justice du tribunal français n'obligeait pas Moniqueur à rendre le domaine. Il disait simplement qu'il y avait 150 euros par jour de retard et que le titulaire devait Ouais. le transférer. Mais Ah, ils sont allés Moniqueur, au-delà, ouais. de manière très étonnante. Bon, écoute, merci pour cette confirmation donc, qui va dans le sens de ce qu'on pense dans le monde du domaine. C'était génial. Merci à toi. Très Merci bon David. été et donc à très bientôt, Gaël. Ouais, au plaisir de t'écouter hein, et de lire sur F-Domaine là. Merci beaucoup. On démarre, mais je vais essayer de faire des efforts. Merci et à très Merci, bientôt. merci, bye.